Est-ce que vous aimez voyager? Perso, quand j'étais petit, j'avais pas forcément les moyens de partir à Dubaï tous les week-ends. Et du coup, pour explorer le monde, il y avait pas 36 000 solutions. Non, en fait, il y en avait 3. Et elles s'appelaient film, jeu, série. Et si vous aussi c'est votre cas, que vous avez envie de vous perdre aux confins du cosmos, mais que vous avez pas l'argent d'Elon Musk, j'ai une série qui va très fortement vous intéresser. C'est un animé franco-japonais qui mélange, accrochez-vous bien, Star Wars et la mythologie grecque. Bam, l'idée de génie. Alors bon, je vous parle de ce mystérieux animé qui a bercé mon enfance, mais je vous ai toujours pas dit ce que c'était, à quel point c'était juste hilarant, épique, ludique et même étonnamment touchant. Donc bon, trêve de suspense, il est temps d'embarquer dans l'univers de ce héros maudit, se battant contre vents et marées dans tout l'univers pour tenter de retrouver sa bien-aimée. Bienvenue dans Ulysse 31. Ulysse, Ulysse, face au mal, face au bien, avec son cœur, avec ses mains. Bon, et comment qu'elle commence cette histoire? Eh bien elle commence dans la base de Troie, que Ulysse projette déjà instamment de quitter car Pénélope, sa gonzesse, risque d'être mariée à un autre prétendant si ce dernier ne rentre pas à temps sur Terre. Vous vous rendez compte? Cette pauvre femme qui risque de devoir dire adieu à celui qu'elle aime et adore, d'être mariée de force, d'assister à la fin de toute idée d'espoir et de bonheur futur, il est tout à fait urgent de la sauver de cette horrible situation. Mais alors vraiment, très rapidement, vraiment tout de suite après avoir fêté l'anniversaire de Télémaque, bien sûr. Oui, Télémaque, c'est le fils d'Ulysse. Et non, son prénom n'est pas un mélange entre celui d'une télévision et d'un ordinateur. Cet enfant, sans doute pour compenser son nom désavantageux, reçoit de la part de son père un cadeau dont la valeur et l'intérêt s'étendent au-delà de toute expression. Un robot. Tu as faim, tu veux que je te donne un petit boulot? Ensuite, nos amis embarquent dans un vaisseau direction la Terre. Parce que la joie des enfants c'est bien, mais merde, faut bien rentrer sur Terre se vider un peu les couilles. Soudain, ils détectent une planète inconnue de laquelle sort un diabolique ovule qui pénètre le bouclier du vaisseau et chope Télémaque pour l'amener sur la dite planète. Et une fois mis prisonnier en une espèce de cave, la première phrase prononcée par les personnes coincées avec Télémaque sont « Encore un enfant ». Voilà, je n'en dirai pas plus. Bon d'accord, j'ajoute que l'on apprend que les deux nouveaux copains du fils d'Ulysse se nomment Thémis et Noumaios. Nous venons de Zotra, qu'on appelle aussi la planète blanche. Quoi? Mais je comprends plus rien. Ulysse 31 vient de Troie et les gens bleus viennent de la planète blanche. Ils veulent m'embrouiller en fait. On apprend ensuite que tout ceci est orchestré par des adorateurs aveugles au service d'un cyclope qui nourrit ses fidèles en aspirant la lumière des enfants, la fameuse. Heureusement, Télémaque appelle son père par télépathie qui, en apprenant la funeste destinée qui attend son fils, se rend immédiatement sur la planète. Ce dernier engage alors seul le combat avec les adorateurs, ses alliés se voyant contraints par le laser du cyclope de ne point lui venir en aide. La difficulté commença à se faire sentir, la fin fut proche, tous se sentirent mourir. Quand soudain, Nono surgit, tel Achille, fils de Pélée, et abattu le géant à un œil. Ulysse et ses compagnons repartirent donc vivants avec les 3 prisonniers. Mais c'était sans prendre en compte les vœux du chef adorateur à Poséidon, implorant ce dernier de le venger lui et le cyclope, créature du dieu. Venge-nous de ce terrien. Montre-lui que nul n'a le droit de défier ta puissance. Et elles ont beau être ridicules sur la fin, ces implorations fonctionnent. Poséidon en prend connaissance et s'amuse à faire apparaître sa tête devant Ulysse et ses compagnons. Un dieu grec au 31e siècle. Comment cela est-il possible, Ulysse? Oh mais oui, attendez, un dieu grec au 31e siècle, mais ce serait aussi absurde que de voir Apollon au 21e, n'est-ce pas mon ami Constantin Ier? Donc Poséidon, avec sa grosse voix, demande à Zeus de punir Ulysse de son insolence. Et sa demande sera instamment écoutée. Son vaisseau se voit arriver au milieu du domaine des dieux, l'Olympe. Et pour ne rien arranger, tous ses compagnons sont figés, condamnés à flotter. Peut-être pour toujours. Heureusement, Nono, Thémis et Télémaque n'ont pas subi cela. D'ailleurs, admirez les mouvantes retrouvailles de Télémaque et son père. Waouh, tellement long qu'ils auraient pu mourir avant de se retrouver. Mais bon, voilà la situation dans laquelle est Ulysse. Une situation des plus complexes et périlleuses. Et ce n'est que le début. Vont-ils un jour retrouver le chemin de la Terre? Rien n'est moins sûr. Que ce soit affronter des fleurs robots diaboliques ou tout simplement Chronos, le dieu du temps,
Ulysse et sa famille vont devoir faire face à de nombreux dangers. Heureusement, ou pas, à chaque fois, ils s'en sortent. Mais toujours impossible de trouver le chemin de la Terre. Cependant, tout cela énerve énormément les dieux. Des humains qui osent leur résister, c'est inacceptable. Et c'est alors qu'ils élaborèrent des plans absolument diaboliques. Mais le plus cruel d'entre tous est clairement celui-ci. Un jour, semblant au premier abord banal, l'Odysseus intercepta un message de détresse. Sa provenance ? Une relique de l'ancien temps. Un vaisseau spatial du 21e siècle. Ulysse et sa famille décident logiquement de voler au secours de ce pauvre équipage. Une grave erreur. Une fois sur place, l'ambiance est pesante. Et surprenamment, la navette semble totalement vide et coupée de toute source d'énergie. Comment le message a-t-il été envoyé ? C'est un boîtier audio automatisé. Il a continué d'appeler à l'aide même après la mort de l'équipage. Soudain, la famille tomba sur quelque chose d'étrange. Une pièce, la seule possédant de l'énergie et dans laquelle le dernier membre de l'équipage hiberne. Il se réveille, mais fatigué, se rendort avant d'avoir pu nous éclairer sur la situation. Tout ce qu'il a le temps de nous dire, c'est que le reste de l'équipage est encore en vie, mais est perdu entre deux planètes absolument terrifiantes, Charybde et Scylla. L'une, dangereuse de par la chaleur incandescente de ses flammes, l'autre de par sa brutalité, à vous glacer le sang. Il est donc décidé qu'Ulysse vienne à leur secours, tandis que Télémaque et Thémis restent ici pour veiller sur le pauvre pilote. Mais il y a quelque chose qui colle pas rond. Déjà, cet homme. Il n'est présent sur aucune des photos prises par l'équipage. Ensuite, d'où peut bien venir toute cette énergie ? Tous les générateurs semblent pourtant HS. Télémaque part en repérage, et il va découvrir quelque chose qui va répondre à au moins l'une de ces questions. Au même moment, Ulysse arrive aux coordonnées indiquées par le survivant. Mais aucun vaisseau ? Non. Juste ces deux monstres s'apprêtant à le dévorer. De l'autre côté, les enfants s'enfuient de la station, comprenant dans quelle galère ils s'étaient encore embarqués. Mais sans s'en rendre compte, ils vont tout simplement aggraver leur cas. Les trois aventuriers utilisent leur vaisseau pour aller secourir le père de Télémaque, quand soudain, ils se font attaquer. Rien à faire, il est juste beaucoup trop fort. Nono tente malgré tout de... Je sais pas trop. Je crois que c'est ce qu'on appelle prendre son pied. C'était un robot depuis le début. Il ne ressent donc pas la douleur et est bien plus intelligent et résistant que nos trois amis. Ils sont fichus. Ils se font tous mettre KO. Seul Thémis parvient à s'enfuir et ouvre la porte du vaisseau à Ulysse. Le robot lui fonce dessus et est sur le point de la broyer. Mais c'est alors que notre héros arrive et... se fait mettre à terre. Ok, l'ennemi s'apprête à le transpercer de ses griffes acérées, quand soudain... Après toute cette tension, notre joyeuse bande a le droit à des retrouvailles dignes de ce nom, et va pouvoir se reposer. Enfin, pas pour longtemps. Et oui, car plus le temps passe, plus la colère des dieux est accrue. Et croyez-moi que jusqu'ici, ils ont été plutôt gentils. Des fleurs diaboliques, une révolte des compagnons sous l'emprise des dieux, tout ça était dangereux, mais pas aussi salaud que ce qu'ils ont commis dans l'épisode le plus déprimant de toute la série. Le fameux épisode 22. Ce terrible épisode commence par Nono qui est chiant. Il se chamaille avec un ou deux robots quand l'Odysseus est pris de violentes secousses. Puis, plus rien. Toutes les machines sont éteintes. Même Nono. Même l'Odysseus. Qu'est-ce qui se passe ici ? Nos trois héros sont prisonniers de leur siège. Tout le vaisseau se fait tracter vers une planète bien étrange, quand des robots pénètrent à l'intérieur du vaisseau et s'emparent de toutes les machines. Mais l'une d'entre eux, Nanette, semble être tout particulièrement intriguée par notre petit ami rouge. Qu'est-ce qu'il est mignon. Puis Nono se réveille et se met à draguer ? Mais what ? Quand il voit ses amis piégés comme ça sur leur chaise, il tente de les aider. Mais Nanette s'interpose. C'est son chef, Cortex. Il en a décidé ainsi, et elle ne peut pas lui désobéir. Charmé, Nono ne parvient pas à lui refuser quoi que ce soit,
et part avec sa petite raciste adorée. Ulysse et toute la bande se font également embarquer, et une fois sur la planète, c'est l'horreur. Regardez-moi ces trucs. Même les FX de Spider-Man 1 étaient moins atroces. Pendant ce temps, nos deux tourtereaux discutent. Nono la questionne sur la raison de cette opération menée sur l'Odysseus. Nanette lui fournit une réponse inquiétante. Il s'en sert soit pour créer de nouveaux robots, soit pour son énergie personnelle. Et je cite, « Nous n'avons pas le choix de travailler pour Cortex, parce que si un jour il ne devait plus fonctionner... » Puis, elle détourne le sujet. Il parle du fait que Nanette se sent vraiment seule. C'est la seule robot sur cette terre qui soit dotée de réflexion. Jusqu'à présent, tout du moins. Nono tente de la rassurer, puis entend à nouveau la voix de Télémaque, le suppliant de revenir. Mais il est tellement heureux avec elle. Du coup là voilà, dans toute cette séquence, il faudra faire un montage vraiment posé, pour vraiment poser l'ambiance, prendre le putain de spectateur par les sentiments, ce gros fils de pute là. Voilà. Quant à eux, nos trois compagnons sont toujours pris au piège. Exposés tels des trophées aux yeux des robots. Soudain, Nono surgit, court à toute vitesse pour essayer de sauver ses amis, et ce, malgré les avertissements de Nanette. Il parvient à les secourir, la jeune robot est apeurée. Il est fou, libérer des humains, alors qu'ils lui feront du mal une fois cela fait. C'est du moins ce qu'elle pensait. Mais voyant la complicité entre eux, il lui demande de les accompagner jusqu'à Cortex pour tenter de récupérer leur vaisseau, et Nanette finit par accepter, l'air soucieux. Nos héros s'infiltrent et finissent par le trouver, Cortex. Il lui propose un marché. Rends-nous l'Odysseus ou on détruira tout. Ah, la diplomatie. Cependant, Cortex leur rit au nez. Vous ne rentrerez jamais sur Terre. Telle est la volonté des dieux, et cette volonté sera accomplie. Puis l'immense machine ordonne à Nanette de débrancher Nono. Il le reprogrammera pour qu'il soit son esclave. Mais elle refuse. Elle ne peut définitivement pas se résoudre à trahir son ami. Elle prévient donc Ulysse de ne pas foncer tête baissée, car Cortex possède un système d'autodéfense face aux humains qui le mettrait à terre. C'en est trop. Le programme machiavélique se venge et ordonne à ses esclaves de mettre Nanette en pièces. Nono s'élance pour l'aider, la sauve, et nos deux amis finissent par arriver au cœur de la ville, au cœur de Cortex. La petite robot jaune explique à notre brave Nono qu'il faut débrancher les câbles d'alimentation, et après, tout sera fini. Vite Nono, le temps presse. De leur côté, Ulysse et les autres ont affaire à un redoutable lion robot absolument invincible. Le lion s'élance, l'autre tire, les éclairs fusent et... Quelle malédiction. Jusqu'ici, les dieux avaient été durs, mais il n'y avait pas eu de mort. Au moins, les compagnons ont encore une petite chance de s'en sortir. Mais pas Nanette. Puis, nos héros s'éloignent, tandis que Cortex s'effondre, et que tout cela ne devient plus qu'un mauvais souvenir. Puis les aventures continuent. Voyage dans le temps, magicien, calypso, des tas d'autres superbes aventures dont on n'a pas pu vous parler par manque de temps. Plus le temps passe, plus tout semble désespéré. Mais un élément va changer la donne. Au fur et à mesure qu'Ulysse et sa famille errent aux confins du cosmos, l'intelligence artificielle gérant l'Odysseus, Sherka, fait une découverte absolument incroyable. Avec toutes les données qu'elle a pu récolter, elle est désormais capable de trouver le chemin pour s'enfuir de l'Olympe. Ça y est, nous y sommes presque. Plus qu'à trouver le royaume d'Hadès, puisque... Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. c'est le seul moyen de les sauver. Ils avancent dans l'inconnu,
Et après une petite mésaventure avec des papillons géants, l'Odysseus se crase violemment sur une mystérieuse planète. Ils y trouvent un inconnu, leur demandant de l'aide pour rejoindre le royaume d'Hadès. En effet, ce jeune homme se nommant Orphée a également vu sa femme être piégée par les dieux. Ils foncent alors vers leur destination quand soudain... À côté de l'Odysseus, qu'est-ce que c'est? Qui est ce sinistre personnage? Char, le passeur qui gère les entrées et sorties du royaume du dieu des enfers. Le blondinet leur explique alors qu'une fois déportés là-bas, ses compagnons ne pourront jamais en revenir. Zeus avait menti. Une fois passés de l'autre côté, ils ne seront pas libérés. Nos 4 héros franchissent de justesse la porte d'entrée et échappent miraculeusement au Cerbère, le satellite à 3 têtes. Une fois sur la terre ferme, les habitants de la cité, tous morts et contrôlés par les dieux, encerclent les protagonistes. Un seul toucher de leur part et c'est fini. Ils deviendront comme eux, à la fois morts et au service des dieux, pour l'éternité. Ils s'enfuient et tombent face à face avec le lieu où tout va s'achever. La porte conduisant au palais d'Hadès. Malheureusement, tout va continuer à aller de pire en pire. Les enfants se font encercler, Orphée retrouve et suit sa bien-aimée quitte à finir comme tous les autres, et les compagnons sont sur le point de subir le même sort. Ulysse sauve ses gosses, puis il est décidé qu'ils partent pour tenter de sauver ses amis, tandis que Télémaque et les autres s'enfuient via le palais d'Hadès. Notre héros, suivant ses compagnons au corps inertes, tombe nez à nez avec un tribunal composé de 3 entités. Prête à juger du sort d'Ulysse. Il demande à revoir ses compagnons lorsqu'Hadès intervient et lui propose un nouveau marché. Abandonne tes compagnons et je te donnerai le chemin de la terre. La cruelle divinité lui montre des images de la dite planète, de sa femme et ses enfants, heureux et de retour à la maison. Ulysse hésite. Mais non, il ne peut pas abandonner ses amis et frères d'armes, déclenchant ainsi la colère des dieux. Cet homme a franchi nos obstacles, déjoué nos pièges, enduré toutes nos épreuves. Celle-ci était la dernière. Hadès! Ulysse, tu n'as pas hésité à entrer dans mon royaume. Que la promesse de Zeus soit tenue. Prends tes compagnons et rentre chez toi. Tous reviennent à la vie. Noumaïos, Nestor ou même Euryclée. Tous ces efforts, toutes ces morts et ces affrontements. C'est enfin terminé. Ils embarquent tous ensemble, une toute dernière fois, à bord du désormais légendaire Odysseus. Et c'est ainsi que s'achève Ulysse 31. Franchement, mon cher, vous ne pouvez pas défendre une telle séquence. Enfin, Ulysse 31, œuvre franco-japonaise, dans laquelle tout ce qui est français est agréable et tout ce qui est japonais est horrible, comme dans notre société contemporaine où, par exemple, on voit tous ces objets plus superflus que les uns que les autres, qui sont tout à fait honteux. Et là, en plus, c'est une séquence pareille, chiante en mourir, qui pervertit l'esprit de nos jeunes enfants. Mais franchement, je ne vois pas comment vous pouvez prendre une telle séquence. Enfin, il n'y a rien de profond, c'est vide et c'est chiant à mourir, mon cher. Alors ça suffit, je suis désolé, mais je ne puis tolérer plus longtemps de telles sottises. Il est clairement énoncé, explicité dans la série
que cet instant où le temps semble s'étirer n'est qu'une métaphore euclidienne de nos désirs excommuniés dus à une société capitaliste. Mon cher, je vous rejoins sur l'euclidianisme et le caractère excommunié des désirs. Ça, c'est indubitable dans l'œuvre. Mais regardez bien attentivement la séquence. Ce n'est pas une critique anarcho-communiste du capitalisme. Au contraire, on est sur une éloge au capitalisme. Regardez Nono le robot, qui rappelle le travail à la chaîne, les machines, etc. que les ouvriers subissent, c'est atroce. L'aliénation du travail, comme disait Marx, évidemment, très grand penseur. Eh bien, on est sur une éloge du travail à la chaîne. Je refuse de continuer le débat avec quelqu'un qui prône de telles sottises, de telles immondices. Mais c'est vous, il avait du capitalisme, alors que cette série est très clairement pro-marxiste. Vous n'avez pas lu comme par hasard. Vous n'avez pas lu les parti communiste. Non, et rouge.